mercredi noir où 3 commerçants du carrefour des Bœufs à Bamenda. Les infortunés ont vu leur boutique partir en fumée hier nuit. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, l'on enregistre tout de même de nombreux dégâts matériels. Non, hier soir, nous étions dans un bar du quartier, on prenait une bière. Subitement, un passant vient nous dire que non, il y a feu. Pendant qu'on court pour arriver là-bas, je constate que c'est mon atelier qui était en train de se brûler. Bon, comme le bon voisinage, ils sont venus m'aider. Le bon voisinage, ils sont venus m'aider à récupérer quand même le frigo que vous voyez derrière nous. Sans eux, je ne pouvais même pas avoir quelques de ces frigos que vous voyez. L'un des commerçants déclare avoir perdu la somme de 200 000 francs CFA, partie en fumée. J'avais une somme d'argent que j'avais laissée ici pour les achats de ce matin. 200 000 francs pour être plus précis. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'origine des flammes reste jusqu'ici un mystère, même si de nombreuses indiscrétions penchent pour la thèse d'un dysfonctionnement électrique. Dans nos institutions à présent, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, fait le point des élections régionales qui sont déroulées le 6 décembre dernier. Il a d'ailleurs saisi le prétexte pour parler également de la libération de quelques militants du MRC. Zobel Apollinaire Bon. Dans cette communication gouvernementale, le ministre Emmanuel Sadi salue tout d'abord le calme et la transparence qui ont caractérisé le déroulement des élections régionales du 6 décembre dernier. Ce, malgré les menaces proférées par les terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les appels au boycott lancés par certains partis politiques de l'opposition. Le porte-parole du gouvernement a également salué les collèges électoraux et le peuple camerounais pour la maturité dont il a su faire montre au cours de ces élections qui rentrent désormais dans l'histoire. Des félicitations ont été adressées aux forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme et de fermeté dans la mise en application des mesures idoines décidées par le chef de l'État en vue du déroulement du scrutin. Dans ce communiqué, René Emmanuel Sadi précise que le gouvernement entend désormais, avec le concours de tous les Camerounais de bonne volonté, s'atteler à la mise en œuvre effective des conseillers régionaux et notamment du statut spécial prévu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, conformément aux recommandations du Grand Dialogue National. René Emmanuel Sadi indique dans ce communiqué qu'avec la tenue effective des élections régionales et le calme qui règne dans le pays, il a été décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Il affirme que les procédures judiciaires engagées contre les mineurs et les organisateurs de ce mouvement insurrectionnel se poursuivent néanmoins, bien que plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de ce mouvement aient déjà été relâchées et que d'autres le seront au fur et à mesure de l'évolution des procédures judiciaires et en considération de leur degré d'implication et de la menace qu'elles représentent pour la société. Mais malgré ces méthodes d'apaisement engagées par le gouvernement, la situation du leader du MRC et de son parti continueront à faire l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires et administratives compétentes et les développements y afférents seront portés à la connaissance de l'opinion publique en temps opportun. Le ministre de la Communication a réaffirmé l'attachement du chef de l'État au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels le Cameroun fait face. Lui qui a toujours milité pour la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès du Cameroun. Pour le porte-parole du gouvernement, la relance de l'économie dans un contexte difficile de la pandémie du Covid-19 reste une préoccupation majeure pour le président de la République. Il invite par ailleurs, en cette période de fin d'année, tous les Camerounais à vaquer tranquillement à leurs occupations et à s'apprêter à accueillir dans la ferveur le championnat d'Afrique des Nations 2021 qui aura lieu dans le mois de janvier prochain. Le ministre de la Communication a enfin exprimé le vœu du chef de l'État, Paul Biya,
qui invite les Camerounais à continuer à observer la plus grande prudence face à la pandémie de Covid-19 qui persiste malgré l'efficacité de la riposte qui a valu au Cameroun l'appréciation de l'Organisation mondiale de la santé. Fini le siège au domicile du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En effet, depuis le mois de septembre dernier, le domicile du professeur Maurice Kamto, situé au quartier Santa Barbara à Yaoundé, a été encerclé par les unités de police et de gendarmerie. Quelques militants du MRC trouvent en cette libération une démocratie bien appliquée, une libération d'ailleurs qu'ils ont bien confrontée en s'exprimant du côté du voisinage du professeur Maurice Kamto. On parle de ouf, de soulagement. Frédéric Montomé. Plus de policiers et de gendarmes devant le domicile du professeur Maurice Kamto, situé au quartier Santa Barbara à Yaoundé. D'après le voisinage, c'est aux environs de 13 h ce mardi que les hommes en tenue constituant le dispositif sécuritaire autour de la résidence du président national du MRC ont quitté les lieux. À en croire les voisins de l'homme politique, c'est un ouf de soulagement. Seulement, les conséquences sont énormes. De lourds préjudices à cause de la présence de l'armée devant ma maison. Tous mes locataires sont partis. Toute ma famille m'a abandonné. Si par exemple il faut peut-être m'envoyer un petit truc pour nourrir les enfants, il faut qu'on envoie par une agence de voyage. Je ne peux même plus sortir de chez moi. En rentrant ce soir, quand je vois cette situation, vraiment je suis aux anges. Je sais que le bon Dieu nous a écoutés. Tout autour du domicile de Maurice Kamto, le sentiment est le même qu'abri de cet immeuble flambant neuf, vidé de ses locataires et pour lequel de nouveaux sont d'arrêt déjà sollicités. Pendant ce temps, au domicile du leader du MRC, c'est déjà le bal des visiteurs avec Maître Méli, avocat au barreau du Cameroun, et Christian Pendae Koka, avec lesquels Maurice Kamto aura échangé pendant plus de 3 quarts d'heure. Il est toujours en super forme, il est en forme, il a le moral, il a le mental, il va bien et pour nous, la lutte continue. Il faudra qu'on libère ce pays parce qu'il a été séquestré de manière arbitraire depuis bientôt 3 mois, ce qui ne se justifie pas. 2 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire, continuent à être détenues de manière arbitraire, sous le prétexte d'un mouvement insurrectionnel qu'on n'arrive pas à expliquer. Au-delà de cette visite, l'allié du MRC appelle à l'avènement d'une véritable démocratie, donc d'un état de droit. Si vous dites que c'est un état de droit, il faudra que le droit parle. Si vous dites que c'est une démocratie, il faudra qu'on continue à respecter les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Vous ne pouvez pas être dans un pays où plus de 80% de la population est représentée par des jeunes qui ont moins de 35 ans et vous les gérez de cette manière, en réprimant les libertés, avec un système aussi répressif. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Rappelons que le domicile du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, avait été assiégé au lendemain de marche dite insurrectionnelle du MRC du 22 septembre 2020 dernier qui visait à contester la convocation des élections régionales faites par le président de la République, Paul Biya. Signalons à votre suite, Frédéric Moutomé, qu'après la levée de boucliers autour du domicile du professeur Maurice Kamto, il s'est exprimé, il indique que le combat continue. Je vous propose d'ailleurs de suivre une attitude du professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Depuis quelques mois, nous notons une augmentation du nombre de cas au sein de nos communes. Oui, mais le cas de l'UNRC, sont partis sans encore sous observation, je ne sais plus quel terme approprié qu'ils ont utilisé, sont suivis de manière méticuleuse par la justice et l'administration. Et voilà, on informera au fur et à mesure l'opinion. Au moment où je leur dis, ils n'ont pas besoin de se donner tant de mal. D'ailleurs, au lieu de penser les moyens de l'État, les meilleures ressources qui restent, une fois qu'on a soustrait de part et d'autre par la corruption et toutes sortes d'atteintes à la fortune publique, pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes et des policiers, qui l'amène directement en prison. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont continuer comme ça à piétiner le Cameroun de cette façon-là? Qui leur a donné le pouvoir de vie et de mort sur les gens? Qui? Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. C'est totalement ridicule.
J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même en fait une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où va conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye d'attiser la haine, d'inventer des choses tous les jours. Et ça ne va rien changer à l'affaire. Même si je disparais, le problème du Cameroun reste. Tout à fait. Alors, pour faire une dernière chose, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à nouveau libre de vos mouvements? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais évidemment, je vais continuer à animer plus que jamais mon parti politique. C'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On a voulu les décapiter, on l'a peut-être décapité en partie en envoyant nombre de ces cadres en prison. Mais nous restons là. Et ils sont encore nombreux, ceux qui sont libres. On va travailler. On va travailler parce que notre option demeure la même, M. Zoko. Le changement dans la paix et par les urnes. Et ça se travaille. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est eux qui prennent les raccourcis. Nous travaillons autour de la population. Je peux vous assurer, M. Guizot, que s'ils n'avaient pas la préfectorale avec eux, s'ils n'avaient pas la gendarmerie et la police avec eux, jamais le RDPC, je dis bien, je prononce le nom de ce parti, jamais le RDPC ne ferait même 20 places au MRC dans une élection. Professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parlons à présent de toute autre chose. Et dans le registre des célébrations, le Cameroun s'est joint ce mercredi 9 décembre 2020 à la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale de lutte contre la corruption. Triste constat, malgré les stratégies mises sur pied par les structures étatiques et même les organisations privées, on constate que le Cameroun reste toujours parmi les pays les plus corrompus. Jean-Jamais Yetna et Patrice Foucault. Sans doute, c'est le phénomène qui mine le plus le fonctionnement dans tous les secteurs d'activité. Vous savez, c'est partout. Hein. Je ne peux pas vous dire c'est dans tel ministère ou tel ministère. Nous en vivons ça tous les jours. Tous les jours. Dernièrement, vous avez vu, il y a certaines personnes qu'on a arrêtées au niveau de la justice. Vous savez, c'est partout. Partout. C'est pas, il n'y a aucun ministère qui est épargné de ça. Tous les secteurs. Je ne sais pas dans quel secteur vous pouvez entrer, il n'y a pas la corruption. C'est où? Nous qui sommes nos ports, tu vas faire comment? Nous, avec la police, tu vas faire comment? Des sous-préfectures, les impôts, qu'est-ce qu'on fait? Gratuit dans les discours des autorités, ainsi que les documents officiels. Le service public vaut un sérieux coup dans les administrations. C'est une gangrène, c'est ça. Ça veut dire que moi là, j'ai mon dossier quelque part. Je dois, pour faire passer le dossier, il faut que moi-même, ce n'est même pas que quelqu'un te demande de corrompre quelqu'un. Toi-même tu es conscient que ici il faut donner quelque chose pour que ça passe. Non, tu vas combattre ça, tu vas passer par où? Alors tu déposes ton dossier, quelqu'un va s'asseoir et là il dit que bon, va, tu reviens dans 2 heures. Dans 2 heures tu es là. Jusqu'au matin le dossier n'est pas là. C'est pas encore signé. Mais vous vous attendez à quoi? Or, quelqu'un qui vient derrière vous, il finit avec lui, il passe et il s'en va. Entre temps, vous faites quoi? Ça veut dire que vous ne rendez pas compte, vous ne faites pas votre travail. J'ai été aux impôts, j'ai payé tous mes droits de patente et je suis plus que 5 mois après. Mon entreprise n'a jamais été en ligne. J'étais obligé d'aller faire une revendication. Et quand je fais la revendication, je m'aperçois que l'agent recevait des impôts qu'il m'avait reçus. Il me donne un langage qui n'est pas trop juste. Mais bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Et il nous empêche même de voir le chef d'agence, le chef du centre des impôts. En fait, le système militaire, il vous dit qu'on ne peut pas voir le chef. On ne peut pas voir le chef, ouais. Et nous sommes là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous avons des comptes enregistrés, on peut enregistrer, passer de... C'est bloqué, il n'y a pas de signature, on n'a pas informatisé, alors nous sommes contribuables et en tout pays. Je pense que c'est un système de corruption qui est dans la maison, hein, moi je pense. Et que dire des grands projets structurants et d'aménagement des infrastructures engagés par l'État du Cameroun? Nous voyons des routes que nous pensons qu'il y a des missions de contrôle. On voit comment les routes se font, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Si ce n'est que sur ces petits détails, on ne peut pas dire que la corruption est combattue quelque part. Et si nous extrapolons, nous arrivons à un certain niveau, on va constater que beaucoup de chantiers que l'État engage ne vont jamais à leur terme. Si tous ces organismes, tout au moins tous ces mécanismes qui ont été mis en place à fonctionner, peut-être quelqu'un serait inquiété quelque part, mais on n'a pas cette impression. Et malgré la mise sur pied de l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation, de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, le TCS, le tribunal criminel spécial et le contrôle supérieur de l'État, la corruption reste une gangrène au Cameroun. On ressent plus que la corruption. Tu ne peux pas aller dans un service, par exemple, nous qui sommes fonctionnants. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas corrompu quelqu'un. Il faut que ça aille, pour que ça aille vite, il faut que tu donnes quelque chose à quelqu'un. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont où au moment où tu dois corrompre? Est-ce qu'on ne les voit pas sur le terrain? Où sont-ils? Est-ce que dans chaque bureau, il y a un agent pour l'anticorruption, pour la NIF, pour le machin? Je ne pense pas. On ne les voit pas, ils ne sont pas visibles. Malgré toutes ces choses qu'on a mis en marche, là, ça ne va pas. La CONAC, toutes ces choses-là, la corruption, ça existe toujours. Nous le voyons même dans ce qui se passe. Nous le vivons tous les jours. On n'a pas besoin même de parler dans les ondes. On sait que malgré tous les efforts que le gouvernement a fait, on est toujours dans cette logique. Les Camerounais n'ont pas pris conscience qu'il fallait laisser tomber la corruption. Ces institutions sont mises en œuvre, comment on fait pour que ça atteigne le Camerounais lambda? Ces institutions, on ne connaît même pas quels sont les résultats que ça a donné. Bon, je suis un homme d'affaires, quand je fais mes affaires, le peu qui me revient, je dis merci. Je n'ai pas la force d'avoir les 100% de mes revenus. Et nonobstant les pressions internationales et de nombreux plans de lutte contre ce fléau, la pratique de la corruption reste une constante de la vie quotidienne dans notre pays. De société, une fois encore, un gang de présumés malfrats spécialisés dans le braquage, le viol, les agressions et vols de voitures séjourne depuis quelques heures dans les geôles du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala à Bonanjo. Ces hommes sans foi ni loi ont sémé la terreur et la panique dans plusieurs quartiers de la métropole économique en Douala. Jean-Jemé Yetna, Patrice Foucault. Voici comment cette dame, dont nous préférons garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, a été braquée, puis conduite dans cette zone insécure du quartier Lokbesso, dans l'arrondissement de Douala 5e, où ces malfrats ont commis leur sale besoin. Ils m'ont arrêté parce qu'avec la peur et tout, j'ai eu emballé. C'est pas là où ils m'ont arrêté, ils m'ont trimballé, ils m'ont déshabillé, ils m'ont menacé avec une arme à feu, ils m'ont mis en genoux, ils m'ont demandé de leur donner de l'argent. Il y a un d'entre eux qui a dégainé une arme sur ma tête, ça veut dire qu'il a ouvert le contact sur ma tête. Et j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Il m'a dit, tu as combien de téléphones? J'en avais 2. Il a récupéré les téléphones, il a ouvert la malle arrière. J'avais plein de cadeaux puisque mon anniversaire venait de passer. J'avais plein de cadeaux à la malle arrière. Et il est revenu vers moi. C'est lui qui est plus petit, c'est le plus méchant en fait, parce que c'est lui qui a donné toutes les mauvaises idées aux autres pour me faire en fait. Et ils m'ont demandé avec qui je vivais. Je leur ai dit que je vis avec ma mère, ma tante. J'ai cité tous les membres de ma famille. Ce jour-là, ils étaient chez moi, dans ma tête. Et c'est en ce moment que le plus petit a dit, bon, si tu penses que tu es plus maligne, on va te violer. C'est en ce moment que j'ai supplié le plus possible. J'ai supplié, ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont amené au champ. Ils m'ont frappé avec la machette sur la plante des pieds plusieurs fois et l'autre a tourné la machette, il m'a donné sur la tête l'hémorragie, j'ai eu l'hémorragie à l'instant. Et c'est en ce moment que le plus grand a commencé à me violer avec la machette sur le cou et me dire de ne pas crier. Si je crie, ils vont me tuer. Et l'autre avait aussi une autre machette. Il y a un autre qui avait l'arme à feu. Il est venu se placer à côté de moi avec une arme à feu. Donc j'avais une interdiction formelle de crier, interdiction de pleurer. Donc je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit. Et je suis restée tranquille le plus possible. Mais avec tout ceci, je ne pouvais pas. Et quand j'ai commencé encore à pleurer, il y a l'autre qui est venu avec la machette, il courait vers moi.
Il est venu, il a soulevé la machette comme ça, il y a l'autre qui l'a arrêté parce qu'il venait me prendre sur le cou. Le plus grand qui est rasé ici a arrêté sa main. Il a dit let her go. Il dit I'm not finished to... Yes. Et c'est comme ça que le plus petit, qui est le plus méchant, a pris un temps inouï sur moi. Donc il a tellement pris son temps que on dirait que c'était mon copain. Interpellés quelques jours plus tard, après leur forfait par les éléments du GMI numéro 2, la victime a reconnu ses bourreaux qui ont été présentés ce mercredi 9 décembre 2020 aux populations. Je les reconnais très bien, eux aussi, ils me reconnaissent. C'est le 21 du mois passé. Oui, et puis ça, je peux tirer un coup de chapeau à la police parce que avec ce qui s'est passé, surtout le GMI, ils se sont mis dans cette affaire, ils ont traqué, ils ont fouillé, ils n'ont pas dormi du tout parce qu'à chaque fois quand je venais ici, ils avaient des yeux rouges. Et hormis les braquages et viols à main lourdement armés dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, ce gang de présumés malfrats, 6 au total, excelle également dans les agressions et vols de véhicules de marque dans les domiciles. Leur mode opératoire reposait essentiellement sur des planques, c'est-à-dire ils planquaient devant certains domiciles après avoir filé leur cible. Quand ce dernier voulait entrer dans son domicile, c'est à ce moment qu'ils sortaient de la broussaille pour attaquer leur cible. C'est ce qui est arrivé justement à la plaignante qui est à l'origine du déclenchement de cette affaire. Avec comme dénominateur commun, tous ou presque, des repris de justice. Yiva Lafomounon, alias Bali, 42 ans. Yega Fomounon, alias Tar, 44 ans. Tamoufo Daniel, chef de gang, 39 ans. Ntali Ephraim Agné, 33 ans. Le violeur, Nte Ignatius, 42 ans. Et chez Joachim, 38 ans, sont actuellement en garde à vue dans les geôles du GME numéro 2 et seront déférés dans les prochaines heures. Foucault, vivement que ces hommes sans foi ni loi répondent de leurs actes. Amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des populations de Manjo dans le Mungo, tel est l'objectif visé par l'exécutif municipal qui vient de se réunir en session ordinaire et d'adoption du budget 2021. L'exécutif municipal a d'ailleurs saisi le prétexte pour demander aux populations de s'acquitter de leurs taxes ainsi que de leurs impôts pour permettre donc le développement des projets. C'est un budget ambitieux, mais surtout réaliste, qui vient d'être voté par les membres de l'organe délibérant de la commune de Manjo dans le département du Mungo, réuni en session ordinaire d'examen et d'adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2021, soit une enveloppe globale équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 785 81 380 francs CFA, en hausse par rapport à celui de l'exercice 2020. Le budget en lui-même respecte les principes de réalisme, il respecte les ratios prescrits par la loi. C'est un instrument qui va permettre à la commune d'entrer dans la mission de développement local pour asseoir la décentralisation telle que prescrite par le chef de l'État. La décentralisation est là. Si nous avons osé de hausser notre budget, c'est parce que nous savons que nous devons faire bouger les lignes et nous pensons que c'est un budget réaliste, que tout le monde va mettre la main à la pâte. En regardant ensemble dans la même direction, nous allons réaliser beaucoup de choses. En hausse de plus de 255 millions de francs CFA en valeur absolue et 42,5% en valeur relative, cette prévision budgétaire porte essentiellement sur l'amélioration du cadre de vie des populations. Nous avons les investissements sociaux et puis nous allons aussi faire dans les projets générateurs de revenus, parce qu'il faut les revenus pour travailler.
Pour les membres de l'organe délibérant, cette session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2021 a davantage été le lieu de resserrer les liens autour d'un idéal, celui du développement de la localité de Mandjo. En même temps que nous pensons que avec l'arrêt des pluies, nous allons commencer les grands travaux que nous avons envisagés. Nous pensons aux travaux de route et autres. Du moment où ce budget a été voté, vous comprenez que nous ne pouvons être que satisfaits avec l'unanimité qui se dégage par rapport au vote de ce budget. Je ne peux que me réjouir de la cohésion qui existe et de l'engagement pris par les conseillers municipaux devant l'autorité, monsieur le préfet, qui est l'autorité de tutelle, de travailler pour le développement de la commune de Mandjo. Occasion choisie également par le préfet du département du Mungo, autorité de tutelle, pour prescrire le travail d'équipe. Nous avons prescrit la solidarité, nous avons prescrit la concertation, nous avons prescrit un travail d'équipe et le respect de la réglementation. Nous pensons que si ces conseils sont bien suivis, la commune de Mandjo fera de plus en plus de grands pas. Au terme de cette session ordinaire, l'exécutif municipal de Mandjo a pris l'engagement de lancer dès les tout premiers jours de l'exercice 2021 les grands chantiers d'infrastructures routières. Objectif permettre aux populations principalement rurales de pouvoir écouler sereinement et durablement leurs produits. Actualité qui défraie la chronique en ce moment, propos racistes au sein du milieu sportif en Achille Webo fait les frais. En effet, le Cameroun fait partie de l'équipe en technique du club turc Istanbul, malheureusement qui a été traité de nègre. Zopel Apollinaire Bon. L'image fait le tour du monde. Depuis hier soir, le Camerounais Achille Webo, entraîneur adjoint de Istanbul Basak Shehir, très remonté contre le 4e arbitre roumain qui a tenu des propos racistes à son endroit au cours de la rencontre de Champions League européenne opposant le club turc au Paris Saint-Germain. Les propos mal appréciés par l'ensemble des acteurs sur le terrain ont contraint les deux équipes à quitter l'aire de jeu après quelques minutes jouées en première période à cause de la tension qui était déjà perceptible entre l'encadrement technique du club turc et les officiels de la rencontre. Le match a été reprogrammé pour ce mercredi sans le 4e arbitre, à l'endroit duquel l'UEFA annonce des sanctions disciplinaires pour ses propos racistes vivement condamnés dans le monde du football. Il faut dire que Achille Webo n'est pas le premier Camerounais à essuyer des insultes racistes sur un terrain. Samuel Eto'o avait également été victime du temps où il évoluait au FC Barcelone. Ils sont en train d'offenser quelqu'un juste par rapport à sa couleur de peau seulement. Juste parce qu'il est africain. Là, vu que des questions se bousculaient dans ma tête, j'ai pris la décision de quitter le stade. Comme eux, de nombreux Africains sont victimes de propos racistes au quotidien dans les clubs européens. Et la dernière actualité autour de Achille Webo fera certainement bouger les lignes. Et international à présent, Ghana présidentielle, les résultats du scrutin restent attendus. On déplore malheureusement la tension qui prend le large dans le pays en ce moment. Alors, officiellement, la commission électorale a 3 jours pour donner les résultats. Hier, elle avait annoncé un délai de 24 heures. Donc, les résultats qui seraient donnés aujourd'hui. Finalement, les choses ont été un peu retardées et nous sommes encore dans l'attente d'un délai. Mais il y a de fortes chances que les résultats soient donnés demain. Pour vous rappeler un peu le contexte, hier, c'était un peu plus de 17 millions de Ghanéens qui étaient attendus aux urnes pour voter pour leur futur président de la République et leur futur sénateur. Le taux de participation, pour le moment, il n'est pas
connu. On sait seulement qu'un peu moins de la moitié des bureaux de vote ont centralisé leurs résultats. Avec ces résultats partiels, nous savons que l'ancien président John Mahama et l'actuel président Nana Akufo-Addo sont largement en tête, même s'il reste hyper difficile de les départager. Donc demain, sans doute, on saura le nom du futur président du Ghana pour les 4 années à venir. Cette autre actualité qui défraie également la chronique, Nicolas Sarkozy qui fait face donc à la justice française. En effet, 4 ans d'emprisonnement pour l'ex-président français, dont 2 ans avec sursis. C'est un réquisitoire inédit dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, le parquet national financier a requis ce mardi 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, contre un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire dite des écoutes. L'ex-chef d'État est jugé avec 2 autres accusés pour corruption et trafic d'influence. Malgré la lourdeur des peines requises, à la sortie de l'audience, l'avocate de Nicolas Sarkozy affichait sa confiance. Je dirais que le parquet a déserté l'accusation et qu'aujourd'hui il a parlé très fort. Il a proposé des peines qui ne sont que des peines proposées. Il l'a d'ailleurs rappelé lui-même, ce ne sont que des réquisitions. Et encore une fois, je n'ai aucun doute, nous démontrons ces réquisitions parce que, encore une fois, elles ont été démontées déjà au cours de l'audience et que ce sera très facile pour nous de le faire. Les juges reprochent à Nicolas Sarkozy et à son avocat Thierry Herzog d'avoir promis un poste à Monaco au magistrat Gilbert Azibert en échange d'informations sur une procédure de la Cour de cassation dans l'affaire Bettencourt. Contre les 2 co-accusés, le parquet a requis la même peine. Au-delà du réquisitoire, ce procès et le rôle du parquet financier est régulièrement dénoncé par Nicolas Sarkozy et son entourage. Tous évoquent un procès politique, de quoi pousser le chef du parquet financier à tenter d'éteindre la polémique peu avant l'audience. Personne ici ne cherche à se venger d'un ancien président de la République. Les plaidoiries de la défense doivent-elles débuter dès ce mercredi? Regardez, c'est la fin du 19h45. Infiniment merci à toutes nos équipes techniques, rédactionnelles qui se sont mobilisées. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est celui devant Limbi Lobé. Signe son retour, il sera face à Frédéric Montomé dans le cadre de Tout au clair. Un panel très riche est également annoncé dès 21h sur cette antenne. Passez une excellente soirée.